Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire ce soir. Au Tchad, des manifestations qui demandent le retour à un régime civil sévèrement réprimé. De nombreux morts et blessés sont à déplorer. Toujours au Tchad, l'état d'urgence décrété suite à d'importantes inondations. Plusieurs autres pays du continent sont également affectés. Et en fin de journal, nous découvrirons une exposition qui retrace l'incroyable carrière du roi de l'Afrobeat, Fela Kuti. Au Tchad, une cinquantaine de personnes sont mortes ce jeudi lors de manifestations à N'Djamena, la capitale, mais également à Noundou, la deuxième ville du pays, et dans d'autres localités. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les manifestants qui demandaient le retour d'un gouvernement civil. Mais le porte-parole du gouvernement a affirmé que des édifices publics comme le gouvernorat ou encore le siège du parti du Premier ministre ont été attaqués. Il a qualifié ces affrontements d'insurrection. Succès Manara, Masra, l'un des premiers leaders de l'opposition, a fustigé la réaction des forces de sécurité. Voici son tweet. Il nous tire dessus, il tue notre peuple, les soldats du seul général qui a refusé d'honorer sa parole. Et aujourd'hui, c'est la fin du 18 mois. Voilà comment il entend installer la dynastie en tuant le peuple. Réaction également de la communauté internationale. Le président de la Commission de l'Union africaine a condamné la répression des manifestations ayant entraîné mort d'homme au Tchad. Il appelle les partis au respect des vies humaines et des biens et à privilégier les voies pacifiques pour surmonter la crise. Le ministre français des Affaires étrangères a condamné l'utilisation d'armes létales. Je vous montre ça, d'armes létales, et a démenti toute implication que les fausses informations sur une prétendue implication de la France n'ont aucun fondement. L'ONU a demandé l'ouverture d'une enquête sur les décès et déplore les violences. Alors, quelle est la situation ce soir et comment expliquer ces heures? Les explications de notre correspondant Guy Bandolo. La situation reste incertaine au Tchad en ce moment, étant donné que le gouvernement a annoncé un couvre-feu de 18h à 6h pour essayer de rétablir l'ordre en N'Djamena et dans toutes les localités qui ont été affectées par les manifestations aujourd'hui. Aussi, le gouvernement a annoncé qu'il y aura une commission d'enquête spéciale pour faire toute la lumière et juger ceux qui ont été auteurs de crimes pendant cette journée. Cette explosion s'explique simplement par le fait que ce 20 octobre marque la fin des 18 mois de transition militaire. On se rappelle que le 20 avril 2021, à la suite du décès du président Idriss Déby Itno, un conseil militaire de transition avait pris le pouvoir pour 18 mois. Et donc, c'est ce jour-ci que ces 18 mois se terminaient. Mais maintenant, ces 18 mois ont été prolongés fin septembre par le dialogue national inclusif à 2 ans. Donc, le général Mahamat Idriss Déby doit rester au pouvoir encore pendant 2 ans avant que ne soient organisées des élections présidentielles. Et c'est ce que les manifestants ne veulent plus. Ils veulent le départ immédiat du président Mahamat Idriss Déby et le rétablissement d'un pouvoir civil. Toujours au Tchad, état d'urgence décrété mercredi en réponse aux inondations qui ont frappé le pays. Mais face aux intempéries, le Tchad est loin d'être un cas isolé sur le continent. Les explications de Rita Saint-Michel. Les inondations se poursuivent sur le continent. Depuis une quinzaine de jours, des pluies torrentielles s'abattent sur le Tchad. Résultat, plusieurs fleuves ont débordé de leur lit. Face à la montée des eaux, des centaines d'habitants ont été évacués. Les autorités ont décrété l'état d'urgence. Je vous annonce un état d'urgence sera institué pour mieux contenir et gérer cette situation de catastrophe naturelle. Cette catastrophe résultant des changements climatiques est l'une des plus sévères que la région ait connues depuis des années, agissant comme un multiplicateur de misère pour des communautés qui luttent déjà pour garder la tête hors de l'eau.
le Tchad, notre pays, n'a pas été épargné par cette situation qui affecte la majeure partie du territoire national. 18 des 23 provinces du pays sont touchées par ces inondations exceptionnelles qui affectent plus d'1 million d'habitants. Les dégâts sont par ailleurs conséquents. 465 000 hectares de champs ont été engloutis et des milliers de bovins ont été décimés. Les inondations ne sont pas rares pendant la saison des pluies au Tchad. Mais cette année, elles sont arrivées tôt et ont été les plus importantes depuis des décennies. Les inondations ont également touché le Nigeria voisin, où 600 personnes ont été tuées par les eaux depuis juin et plus d'1 million déplacés par les pires inondations que le pays a connues depuis une décennie. Au Niger, les inondations ont fait près de 200 morts au cours des dernières semaines et des centaines d'hectares ont été ravagés par les eaux. Au total, ce sont 19 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale qui ont été touchés par des précipitations supérieures à la moyenne et des inondations dévastatrices, selon un dernier bilan des Nations Unies. L'Afrique de l'Est, gravement touchée par la sécheresse, n'est pourtant pas épargnée. Au Kenya, la population est également frappée par de graves inondations après des pluies intenses dans les lacs de la région. Ces inondations seraient liées au changement climatique qui a un impact considérable en Afrique. Elle laisse craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire pour des millions d'habitants en première ligne de la crise climatique. En octobre 2020, des semaines de manifestations nationales contre les brutalités policières ont secoué le Nigeria. Les autorités se sont engagées à réformer le système et ont mis en place des commissions judiciaires chargées d'enquêter sur les allégations d'abus, promettant des compensations et la réconciliation. 2 ans plus tard, les familles de victimes attendent toujours que ces promesses soient tenues. Reportage de Yemessi Adegoke raconté par Hadi Didiatou. Cissé. Cela fait maintenant 2 ans que les manifestations EndSARS ont secoué le Nigeria. Des milliers de jeunes à travers le pays ont protesté contre la brutalité policière, exigeant un changement. 2 ans plus tard, l'avocat Hussein Afolabi affirme que peu de choses ont changé. EndSARS était un bon mouvement. C'était la manifestation d'un éveil chez les jeunes, mais nous n'avons rien accompli. Nous voyons toujours de la brutalité policière. Nous travaillons toujours sur des cas de violence policière dans ce bureau. Et les familles touchées par les violences policières attendent toujours des réponses. Notre reporter a rencontré la famille Jimo pour la première fois, une semaine après que leur fils Isiaka a été tué lors d'une manifestation à quelques centaines de mètres de chez eux. La famille a été dévastée par le meurtre et Isiaka est rapidement devenu l'un des symboles du mouvement EndSARS. Le gouverneur de l'État d'Oyo a ordonné une enquête sur cette affaire. Notre reporter est sur le chemin vers Ogbomosho pour découvrir ce qui s'est passé entre-temps. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a 2 ans. Comment allez-vous depuis? 2 années qui paraissent comme 20 années. Quand c'est arrivé, le gouverneur nous a rendu visite. Mais depuis, plus rien. Votre fils est mort au plus fort des manifestations du mouvement EndSARS. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique et beaucoup de promesses ont été faites pour traduire en justice la personne responsable de sa mort. Mais cela ne s'est pas encore produit. Êtes-vous confiant qu'une décision sera prise? Cela fait 2 ans. Si vous n'étiez pas venu, nous n'aurions plus rien entendu des autorités. Nous sommes découragés. Nous ne pensons pas que des mesures seront prises. Contactée par notre équipe, la police de l'État d'Oyo a déclaré que l'affaire ne relevait pas de sa compétence et elle nous a renvoyés au bureau de la police à Abuja. Celle-ci n'a pas répondu à notre demande de commentaires au moment de la diffusion de ce reportage. Le bureau du gouverneur de l'État d'Oyo n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Notre reporter a rencontré Irene Bang pour la première fois en octobre 2020 après qu'une vidéo d'elle manifestant à Ibadan soit devenue virale. Son frère Andrew a disparu il y a 15 ans après avoir été arrêté par la police à Port Harcourt dans l'État de Rivers. Notre reporter a également rencontré Patience, la mère d'Irene et Andrew, en 2020. Elle a porté son cas devant la commission d'enquête de l'État de Rivers. La dernière fois que nous nous sommes vus avec votre mère, c'était en 2020. Comment allez-vous depuis ? Je suis très déçue de la façon dont le gouvernement de l'État de Rivers a traité cette affaire.
Ils ne nous ont pas tendu la main. Voilà à quel point c'est grave. S'ils voulaient vraiment faire quelque chose, ils l'auraient fait en 2020. Ils nous auraient contactés en 2021. Le bureau du gouverneur de l'État de Rivers n'a pas répondu à notre demande de commentaire. D'après vous, comment justice pourrait être rendue à Andrew? Les auteurs de ce crime doivent être traduits en justice. Ils doivent être interrogés et reconnus coupables. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Tant que je vivrai, je ferai de mon mieux pour toucher le plus de personnes qui seront disposées à nous écouter et à intervenir pour que justice soit faite. Le reste de l'actualité en bref. Des jeunes manifestants se sont affrontés jeudi avec les forces de l'ordre dans la capitale guinéenne Conakry après qu'un collectif interdit et appelé à manifester contre la junte au pouvoir dans le pays. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui avait appelé à la manifestation, a déclaré qu'une vingtaine de personnes avaient été blessées, dont certaines par balles. Le gouvernement éthiopien participe le 24 octobre au pourparlers organisé par l'UA en Afrique du Sud pour tenter de mettre fin au conflit dans le Tigré. Cette annonce intervient alors que les combats s'intensifient dans les régions de Shire et Oxum. 2 ans après le début du conflit, les organisations humanitaires décrivent une situation de plus en plus catastrophique. Une épidémie de choléra se propage dans certains pays touchés par de fortes inondations. Le ministère de la Santé du Kenya a confirmé 61 cas et dans 6 des 47 comtés du pays. Le Cameroun, qui est également touché par une nouvelle vague, et 17 personnes ont perdu la vie. Il est surnommé le roi de l'afrobeat. Fela Kuti, l'un des plus grands musiciens africains de l'histoire moderne, est mis à l'honneur dans une exposition qui retrace son parcours. Fela Anikulapo Kuti, Rébellion Afrobeat, est présenté à la Philharmonie de Paris du 20 octobre 2022 au 11 juin 2023. Reportage Isen Blatry. C'était le roi et l'inventeur de l'afrobeat. Fela Kuti est aujourd'hui honoré par la Philharmonie de Paris dans une exposition qui a ouvert en octobre. C'est la première au monde qui retrace la vie de l'artiste tout en explorant toute la complexité de sa musique, sa personnalité, mais aussi ses engagements politiques. Décédé en 1997, le musicien emblématique du Nigeria brille encore par son aura. Son discours politique critique et sa lutte acharnée contre l'autoritarisme local ont fait de lui une figure importante en Afrique. Un rebelle qui, certes, divise, mais dont la musique continue de vivre à travers les générations. Fela construisait des histoires dans la tradition des cultures africaines. Vous savez, il racontait ce qui se passait dans la société. Il racontait aussi les histoires qu'il voyait pour la société future. L'afrobeat est un genre de musique complexe dont les paroles avant-gardistes et contestataires provoquaient de véritables polémiques, mais qui a également influencé des dizaines d'artistes, et son créateur est révéré autant par Beyoncé que Thom Yorke de Radiohead. Alors, la musique de Fela est omniprésente à travers le monde. On a évidemment de très nombreux groupes d'afrobeat qui continuent à réactiver la musique de Fela au Nigeria, mais aussi en Europe, au Brésil, au Japon. C'est ce qu'on montre dans l'exposition, le caractère global aujourd'hui du son de l'afrobeat. Mais les rythmes que Fela a inventés sont également repris par des rappeurs, par des musiciens de pop music. Donc ce son est vraiment très très fort. La vie de Fela Kuti est incarnée à travers des archives de photographies inédites, mais aussi des costumes du chanteur haut en couleurs. Plus particulièrement ses dessous, sa tenue par excellence, qui est une part importante du personnage qu'il incarnait. On voulait également concevoir la première exposition qui permettait de déplier toute la trajectoire musicale et politique à partir d'archives, de photographies inédites qui permettent d'être au plus près de la musique de Fela et de ses combats politiques. Fela Kuti reste donc une figure culturelle de premier plan à découvrir ou redécouvrir. Bonne soirée à tous.